Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un investisseur immobilier exceptionnel. Il a investi en Angleterre et plus particulièrement dans la conversion de bureaux qui transforment en logements. Sa société s'appelle Homes of England. Il s'est formé ici pour se lancer dans l'immobilier. Il a même obtenu un prix. Et il va nous expliquer dans cette interview comment, en partant d'un seul appartement, il gère aujourd'hui un parc de plus d'une centaine d'appartements. Comment il arrive à obtenir une rentabilité bien supérieure à celle qu'on observe dans le locatif classique en France. Et comment aujourd'hui il permet à des investisseurs de partager cette expérience. Alors aujourd'hui, en fait, je suis pas à Bordeaux, je suis pas à Paris. Je suis dans les locaux en fait de sa société à Londres, dans le quartier du Mayfair. Alors bonjour Guillaume. Bonjour Tanguy. Merci de m'accueillir dans tes locaux. C'était l'occasion en fait, je passais à Londres pour Noël, pour tout vous dire. Et puis avec Guillaume, on s'est dit que ce serait une bonne idée de venir dans ces locaux. Guillaume, la première question que je voulais te poser, c'est que à la base, tu n'as pas fait une école d'immobilier, tu es ingénieur supélec de formation. Qu'est-ce qui t'a amené à investir dans l'immobilier? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et tes débuts? Alors c'est une bonne question, effectivement, revenons au début. Moi j'habite à Londres depuis 2007, donc j'ai eu l'occasion de découvrir la ville pendant quelques années. J'étais parisien pendant mes 20 premières années. Au début, à Londres, je revenais très souvent à Paris, j'ai du mal on ne découvre pas Londres immédiatement. Ça prend quelques années. Au bout de quelques années, je me suis rendu compte des dynamiques différentes entre Paris et Londres. Je me suis rendu compte du potentiel de l'immobilier. Il y avait quelque chose qui commençait, et donc je me suis intéressé à l'immobilier. En fait, au tout départ, j'avais des économies et je me suis dit, je vais acheter mon appartement. Je louais, je me suis dit, je vais acheter mon appartement. Et c'est là où j'ai fait le tour des agences. Je me suis dit, c'est le bon moment. Et finalement, je me suis rendu compte assez vite que ça ne m'intéressait pas d'acheter un appartement parce qu'on va dans une agence, on l'achète à son prix coûtant et on fait difficilement une affaire, on va dire. J'avais envie de faire mieux. Et je connaissais des gens dans mon entourage qui faisaient des ventes aux enchères. Donc j'ai fait la même chose, j'ai fait toutes les ventes aux enchères à Londres à partir de 2010 pour trouver mon appartement. Il se trouve que même si on fait mieux en vente aux enchères et qu'on peut acheter moins cher avec des opportunités, j'ai vu des possibilités d'acheter un appartement et de le rénover et de faire une marge supérieure. Et de fil en aiguille comme ça au fur et à mesure du temps, j'ai décidé plutôt que d'acheter mon propre appartement parce que c'est difficile de vivre dans un appartement qu'on rénove, d'acheter un petit studio aux ventes aux enchères pour commencer. C'était un tout petit, on l'a acheté à 180 000 pounds. Et on l'a retapé, on l'a transformé, on a changé la cuisine, on a transformé un studio en un one bedroom. Et on l'a revendu, ça a été notre première petite opération. Et ensuite, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un peu limité, que ça prend beaucoup de temps, tout ça pour transformer un appartement. Il faut être très impliqué parce qu'on est obligé de tout faire soi-même parce que on ne peut pas payer quelqu'un, c'est pas un projet qui rapporte suffisamment d'argent pour payer un project manager ou pour employer des gens. Donc ça prend beaucoup de temps et du coup on est assez limité. Donc ensuite il a fallu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire trouver des projets de taille supérieure. Et c'est là où vraiment on va dire que la société a commencé, c'était en 2013 quand on a commencé à acheter des immeubles en dehors de Londres. Ok, alors ouais, là toi tu as vraiment plus une stratégie qui est très particulière et j'en ai déjà souvent parlé sur le blog. Vous savez que si vous voulez réussir dans l'immobilier, il ne faut pas faire la même chose que tout le monde, sinon vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Donc toi ta stratégie est très particulière parce qu'on va en reparler, c'est du développement. Mais pour en arriver là, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu as fait? J'imagine que tu as dû te former. Je veux dire, en plus, ce n'est pas la France, c'est l'Angleterre. C'est quand même des compétences à part. Comment est-ce que tu t'es formé? Effectivement, parce qu'on se lance un peu dans un projet, et ça, beaucoup de gens le font. Et on se rend compte à quel point c'est difficile, il faut manager, il faut gérer. Effectivement, il y a un moment où on rencontre un mur un petit peu dans l'apprentissage. Et c'est là, vers 2012, que j'ai fait le choix de effectivement trouver une formation complémentaire.
Et quand j'ai décidé de me former, effectivement, j'ai fait le tour de tous les séminaires à Londres, de toutes les formations. J'en ai choisi une qui faisait une formation à l'année. Et ça m'a effectivement, en parallèle, c'était très important pour moi d'apprendre. Alors on apprend beaucoup de choses. On n'apprend pas seulement le développement, parce qu'à la base, je ne savais pas forcément que j'allais me tourner dans cette direction. Donc on apprend des stratégies de location, de management, de location professionnelle, de différentes choses. D'ailleurs, la plupart des élèves, enfin des gens qui assistent à ces formations, se dirigent dans une direction différente, plus dans le locatif. Et moi, j'ai décidé de me diriger dans le développement. Alors le développement, oui, parce que c'est vrai que la première fois que je t'avais rencontré, j'avais regardé les chiffres et c'était hyper intéressant entre la valeur à laquelle tu pouvais acheter des bureaux et la valeur à laquelle tu pouvais les revendre en tant que logement. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, cette découverte un peu de cette opportunité de développement? Est-ce qu'elle était spécifique à l'Angleterre? Parce qu'en France, j'imagine que entre les autorisations, etc., c'est quand même des projets assez compliqués de transformer des bureaux en logement. Effectivement, je pense que si j'étais resté en France, je n'aurais pas forcément fait du développement. Ouais. La vraie raison pour laquelle, en partir de 2013 en particulier, j'ai voulu absolument faire du développement, c'est qu'il y a un besoin énorme en Angleterre, qui est simple, il suffit d'ouvrir les médias, et on voit à peu près partout, placardé partout, qu'il y a besoin d'1 million de logements dans les 4 prochaines années, à construire. Donc il y a un énorme besoin, et tout simplement moi en tant qu'entrepreneur, je cherche un besoin, je cherche à résoudre un problème le plus gros possible. Donc c'est là d'où ça vient. La deuxième raison aussi d'avoir fait le développement, c'est qu'à partir de 2013, il y a eu une autre opportunité en plus qui s'est ajoutée, qui est le fait que, étant donné que justement le gouvernement a un objectif de 1 million de logements entre 4 ans, forcément ils aident les gens comme nous à créer des logements. Et en 2013, la mesure concrète qui a été prise, c'est de nous autoriser à transformer des bureaux en appartements, parce qu'il y avait beaucoup de bureaux qui étaient inutilisés, surtout en périphérie de Londres, et il manquait énormément de logements. Donc la mesure concrète, logique, c'était de nous autoriser à les convertir. C'est ce qui a été fait en 2013, et à partir de 2013, donc on s'est spécialisé dans l'achat de bureaux, qui est beaucoup plus, pour nous, c'était plus simple d'acheter un immeuble de bureau et d'y apporter beaucoup de valeur, plutôt que d'acheter un immeuble d'appartement en mauvais état. Même en les rénovant, la valeur ajoutée n'est pas énorme. C'est plus en répondant aux besoins de création plutôt que de rénovation, qu'on répond vraiment à la demande en Angleterre. Ok, donc du coup, tu as eu ce changement un peu conjoncturel, du coup, il y a le soutien du gouvernement pour le faire. Comment est-ce que tu as vu que ça allait être rentable? J'imagine, du coup, tu as regardé un peu le marché, tu as regardé les prix au mètre carré. Je sais qu'à Londres, c'est vraiment très très cher le prix du mètre carré, on est même largement au-dessus des prix de Paris, mais du coup sur des rentabilités très faibles. Toi, tu t'es dit, du coup, je ne vais pas les chercher dans Londres, je vais plutôt regarder sur des villes aux alentours, dans la périphérie de Londres. Nous, depuis 2010, on était vraiment à Londres. On n'a fait que des projets à Londres au départ, parce que c'est là où on était, on habitait, on n'a pas l'idée naturellement d'aller en périphérie. Surtout sur des petits projets qui prennent beaucoup de temps, on doit y aller tous les jours, donc il faut quand même y aller soi-même tous les jours. C'est vraiment à partir du moment où j'ai pu déléguer davantage que j'ai pu m'intéresser justement à quel est le meilleur endroit pour faire les projets. Et effectivement, la réalité, c'est que Londres était déjà très cher, donc c'est plus de 10 000 pounds le mètre carré, alors que dans les villes périphériques, donc là où on est établi aujourd'hui, souvent c'est entre 3 000 et 4 000 euros, enfin pounds on va dire, le mètre carré. Il y a une différence énorme de prix. Et en particulier les bureaux. Après, c'est aussi très conjoncturel les bureaux, parce qu'après une crise comme celle de 2008, les prix des bureaux vont fluctuer énormément. Les prix de l'immobilier, en temps de crise, fluctuent de l'ordre de 20%, mais un bureau inutilisé qu'une entreprise veut vendre, elle peut le vendre à moitié prix si elle en a besoin. Donc, surtout un bureau inutilisé pendant quelques années, il y a des taxes à payer qui sont importantes. On n'a pas envie de garder un bureau inutilisé, ça coûte très cher. On le sait parce que nous qui convertissons les bureaux, en attendant, pendant la conversion, avant d'avoir des appartements, on a beaucoup de taxes à payer, des taxes professionnelles, on va dire, la business rates en Angleterre, et c'est un gros coût. Ok, ouais, donc du coup, ça a une initiative en plus. C'est une initiative pour vendre rapidement un bien. Donc super. Et donc tu disais la banlieue parce que donc tu nous disais au début besoin de logement,
la banlieue c'est moins cher, mais au final du coup c'est quand même demandé parce que ça permet d'aller rapidement à Londres. Donc du coup tu as des prix élevés à Londres qui font que tu as quand même de la demande toujours sur la banlieue. Et toi, une fois que tu fais la rentabilité, tu peux donner des idées de prix au mètre carré entre l'achat et une fois que tu le revends. Du coup, c'est quoi à peu près le levier que tu vas faire? Effectivement, je reviens sur ce que tu dis sur la banlieue, parce qu'en fait, c'est une notion qui est très intéressante. C'est que historiquement, le centre de Londres était le plus intéressant Oui. pour construire, parce que c'est la zone qui montait le plus et qui résistait le mieux aux crises. Ouais. Maintenant que c'est tellement cher et que les gens ne peuvent plus se le permettre, de plus en plus les développeurs sont allés en zone 2, 3, 4. Jusqu'à aller jusqu'en banlieue, on va dire, de Londres. Mais Londres, c'est une ville très très grande, il faut bien s'en rendre compte. Les Français ne s'en rendent pas forcément compte, parce que même Paris, à côté, c'est tout petit. C'est petit, ouais. Mais on arrive en zone 6, 7, et là, on peut parler un peu de banlieue. Il faut 1 heure et demie en transport en commun pour y aller. Ensuite, nous, justement, notre idée, à ce moment-là, on est arrivé à un moment où on est arrivé un peu à la limite. C'est-à-dire que si tu achètes en zone 5 et que tu mets 1 heure et demie pour aller chez toi, c'est pas très intéressant. Tu payes quand même encore, t'es quand même à Londres et tu payes encore des prix élevés. Donc l'idée, c'était d'aller bien au-delà de cette zone et d'utiliser les transports, les trains, trains intercités. Donc c'est-à-dire qu'on met une demi-heure pour aller dans les zones où on travaille et les prix sont pour le coup 4 fois moins chers. Donc en fait, on a simplement prédit, on s'est dit que la situation naturelle ferait que la demande augmenterait beaucoup plus dans ces zones-là, parce qu'il vaut mieux faire une demi-heure de trajet et avoir un prix 4 fois moins cher que de faire 1 heure et demie et d'avoir un prix 2 fois moins cher, on va dire. Pour nous, ça nous a paru logique. Et a priori, la loi du marché fait qu'au fur et à mesure, la demande se crée dans ce genre d'endroit. Alors Guillaume, tu me disais tout à l'heure que tu avais un portefeuille de plus de 100 appartements. Mais bon, tu as démarré au début à Londres avec un. Comment est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'à ce nombre d'appartements vraiment hyper important en seulement quelques années? C'est vrai qu'on a aujourd'hui fini 180 appartements. On en a à peu près 200 en construction qui seront terminés l'année prochaine. Mais comme tu dis, on a fait les choses progressivement. Donc on a commencé tout petit, avec un petit studio de 30 mètres carrés. Et au fur et à mesure, donc en 2013, on a fait un premier immeuble de 12 appartements. Et ensuite, on en a fait d'autres. Et puis ensuite, on a fait 30. Jusqu'à cette année où on a commencé à transformer un immeuble de 100 appartements. Mais la raison pour laquelle on a pu grossir assez rapidement, c'est ce qu'on disait, c'est le contexte, le fait que tous les voyants sont au vert, vu que le besoin est là et que le gouvernement nous soutient. La raison, c'est qu'on a essayé d'avoir des partenaires de qualité dès le départ. Donc ça, c'est une chose dont je t'ai pas parlé, effectivement, mais en parallèle de la construction et des projets, etc., c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres dans le milieu de l'immobilier, beaucoup de conseils, beaucoup d'apprentissage qui passent à la fois par la formation, mais par les rencontres qu'on fait avec les gens. C'est aussi, de mon point de vue, c'est aussi, et ça on en parlera peut-être en plus en détail, mais c'est le financement. Parce que c'est une des raisons pour laquelle on peut grossir, c'est recevoir du financement. Et la réalité, c'est que les marges qu'on produit attirent beaucoup de financement, tout simplement. Depuis quelques années, le financement est aussi très attiré en Angleterre. Il y a des fonds, disons, d'investissement divers qui étaient plus ou moins axés dans la bourse précédemment, qui s'intéressent maintenant à l'immobilier en Angleterre spécifiquement. Et des fonds qui s'intéressaient à Londres en particulier, et qui, au fur et à mesure, s'intéressent de plus en plus à la périphérie comme nous, parce que les rendements à Londres sont de 2%, alors que la périphérie est à 5-6%. Donc en fait, naturellement, le contexte fait que le financement est attiré dans ces zones. Ouais, justement, c'était la question que je voulais te poser, parce que en termes de rendement aujourd'hui sur les opérations, j'en avais parlé dans le dernier article du blog, mais en termes de rendement aujourd'hui sur une opération type, c'est à peu près quoi le type de rendement que tu peux atteindre entre l'achat, la rénovation et la revente et ou la mise en location? Bien sûr, ouais, je peux te parler de celui qu'on a terminé en dernier, notre immeuble Toutil qui est à Peterborough, qui fait 120 appartements. On l'a acheté à un peu plus de 3,5 millions à l'achat. Il y avait 8000 m². On a eu pour 8 millions de travaux, plus les coûts d'hiver, etc. Donc on en a eu pour 13,5 millions. Aujourd'hui, il est valorisé. Donc là, maintenant, il vient d'être fini, totalement loué depuis fin novembre.
il a été valorisé à 19,6 millions. Donc voilà, ça donne une idée des marges, c'est-à-dire qu'on a 13,5 de coût, 19,6 de valeur finale. Donc t'es quasiment à 50%, quoi. Un peu moins, oui. Ouais. Ok, ouais, donc c'est quand même... Et en combien de temps, du coup? Alors ça, c'est un projet qu'on a acheté en début 2015. Il nous a fallu quelques mois d'organisation. On a lancé les travaux en été. Il y a eu 12 mois de travaux. On a terminé en été 2016. Et ensuite, il a fallu le mettre en location jusqu'à novembre. Super, ok. Et après, l'objectif, c'est quoi? C'est de le garder en location? C'est quoi un peu ta stratégie entre la location et la revente? Tu fais une distinction entre le type de bien, selon leur taille, ou leur position, ou la liquidité de ton portefeuille? Alors, il y a deux choses. C'est que moi, je préfère garder un bien comme celui-là, qui est... En fait, on a 2 concierges, on a un agent, on a embauché quelqu'un qui s'occupe justement de le louer. Enfin, ça, c'est un travail à temps plein, évidemment, pour ce type de bien. Mais tout est beaucoup plus simple à organiser, étant donné que les gens sont sur place, les gens sont contents d'avoir un concierge, les choses se passent bien. Donc ça, c'est un bien qu'on a envie de garder. Évidemment, c'est aussi il y a une deuxième chose, c'est que les prix montent dans la région, c'est une ville qui est très bien placée, et les prix montent fort en ce moment, en tout cas. Donc pour l'instant, on a très envie de le garder. Parce que autant c'est bien de faire de la marge en travaillant dur, parce que c'est beaucoup de travail de construire tout ça, autant sans rien faire, si jamais ça monte, bon bah pourquoi pas. Et effectivement, si on était en France aujourd'hui, exactement la même opération, on aurait vendu tout de suite, a priori. Ouais. On n'espère pas que ça va valoir le coup de garder quelque chose en France aujourd'hui. C'est clair. Ça, c'est hyper important. On avait déjà pas mal parlé sur le blog, mais de bien regarder où est-ce qu'on est dans le cycle immobilier. Parce que même si on ne peut pas prédire l'avenir, on peut avoir une bonne idée du risque que vous encourez selon si vous êtes plutôt en bas du cycle, au milieu du cycle. Et c'était vrai dans le cas de d'autres investissements dont j'ai parlé. Si vous voyez que le cycle est en train de monter, du coup, autant garder quelques années, quoi. Ok, donc ça, c'était quand même une belle opération parce que quasiment 50% de rentabilité, c'est quand même pas mal. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est les délais parce que il me semble qu'en France, le temps que tu déposes ton permis, que tu aies l'autorisation, c'est quand même assez long, quoi. Bah, effectivement, du retour d'expérience que j'ai eu de mes collègues qui font la même chose en France, c'est très différent. Nous, on a une vraie chance. Pour moi, c'est une vraie chance parce que c'est le contexte qui nous le fait. C'est pas nous qui sommes exceptionnels. Hein. On a l'autorisation, donc on a acheté le bien en mars 2015, je crois, et on a pu commencer les travaux immédiatement. Enfin, on ne commence pas immédiatement parce qu'il y a des choses à organiser, mais très rapidement. Et ça, c'est pour moi très important. Ok, non, c'est vraiment hyper rapide. Alors, il y a une autre question que je voulais te poser, c'est parce qu'on en a parlé très rapidement tout à l'heure, c'était le financement. Tu disais que dans les dernières opérations que tu avais faites, c'était vraiment des immeubles avec beaucoup d'appartements. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te finances? Alors aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a des taux qui sont assez bas. Mais aujourd'hui, comment tu te finances? Est-ce que tu fais appel classiquement à des banques ou est-ce que tu as d'autres sources de financement? On fait appel effectivement à des banques classiquement. Ce serait dommage de s'en passer quand les conditions sont bonnes. Elles nous financent à peu près 70% ou 80% des coûts. Et nous, on apporte le complément. D'accord. Ok. C'est la façon la plus classique de faire, pour l'instant en tout cas. Après, il y aura sûrement des façons plus efficaces. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on a eu des propositions aussi de fonds d'investissement qui ont voulu s'associer avec nous pour nous apporter, nous faire un gros chèque et nous permettre de faire plus d'appartements. Mais on n'a jamais accepté parce que les conditions ne sont pas acceptables, on va dire. L'intérêt de travailler avec une banque, c'est que dans une certaine mesure, elle nous prête et elle garde quand même elle prend des sécurités, elle a des clauses en sa faveur évidemment, mais c'est moins extrême qu'un fonds d'investissement qui s'associe avec vous. Ok. Et du coup, tu permets aussi à des particuliers de participer à l'aventure? Initialement, c'est mes fonds, en fait, c'est mes économies que j'ai prêtées à la société pour les premiers projets qui ont complémenté les banques, tout simplement. Ensuite, effectivement, comme tu dis, au fur et à mesure, on a fait des projets plus importants. Donc c'est soit les profits qu'on a générés qui ont été réinvestis, soit d'autres personnes qui aiment le projet et qui sont venues nous voir et qui ont fait la même chose, qui ont prêté également à la société. Ok, super. Ouais, donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dur de trouver des placements avec du rendement. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment pas du tout évident. Et là, vu les opérations que tu fais,
j'imagine que ça permet pour les investisseurs qui te suivent dans le projet de servir des rendements plus intéressants. Oui, et la question du rendement est très intéressante parce que je pense que comme les taux sont très bas aujourd'hui, les gens nous posent la question pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas que des banques Parce que la perception, c'est qu'on va pouvoir emprunter à 1%. Et ça, je voudrais juste revenir là-dessus parce que c'est très intéressant. Les gens, si tu achètes ton appartement à Paris et que tu vis dedans et que tu as un salaire, tu vas payer 1% ou je sais pas, 1,5% par an à la banque. Si ensuite, au lieu d'acheter et de louer un seul appartement, tu achètes un immeuble de 20 appartements et tu fais la même chose, du point de vue de la banque, c'est que le risque est différent, supérieur, et donc elle va passer à 3%, ou elle va te prêter davantage, à un taux supérieur. Et ensuite, si tu es une entreprise, parce que nous, on ne travaille pas à l'intermédiaire d'une entreprise, parce que fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant, si c'est une entreprise qui fait le projet, elle va encore augmenter un peu son taux, parce qu'elle juge qu'il y a un risque supérieur. Okay. Ce qui fait qu'en fait, on n'emprunte pas du tout à 1% quand on emprunte à la banque. Et ça, je parle seulement d'un bien terminé, avec un locataire. C'est-à-dire que les 180 appartements qu'on a finis, on emprunte à des taux de cet ordre-là, de l'ordre de 4%. Alors maintenant, sur les projets de construction, la banque, quand elle nous prête sur un projet de construction, elle nous prête à un taux qui va être supérieur. Oui, bien sûr. Nettement supérieur, ça ne va pas être du 5%, ça va être plutôt 7, 8. Et c'est pour ça aussi que l'immobilier, c'est parfois difficile, c'est que si tu n'arrives pas à générer des marges conséquentes, bah les intérêts coûtent cher. Parce que personne ne te prêtera à 1 ou 2% pour faire des travaux. Ouais, c'est vrai, parce que nous, je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous pensez à le taux que vous allez avoir pour une résidence principale. Mais là, du coup, on n'est pas exactement dans ce contexte-là. Et c'est vrai que parfois, les banques, même si on explique très bien le rationnel de l'investissement, moi, ça avait été mon cas personnel, du coup, quand j'avais acheté de l'immobilier aux États-Unis, la banque ne voulait pas me prêter parce qu'elle disait que c'était spéculatif. Et pourtant, on était en 2011, les maisons ne valaient plus rien, on était en bas de cycle. Est-ce que tu faisais des travaux dans la maison? Et en plus, je faisais même pas de travaux. Ah bah voilà, donc c'est spéculatif. Moi, je suis d'accord avec la banque. Donc voilà, c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai que parfois, et pourtant là quand tu dis, tu vois, sur le type de rendement que tu fais, je veux dire, voilà, tu achètes à un certain prix, ok, il y a du risque, mais derrière, tu as quand même une marge de sécurité qui est importante. C'est ça, il y a soit le risque que la banque va dire que c'est du spéculatif, parce que comme il n'y a pas de création de valeur, bah, si ça ne monte pas, ça peut baisser, il peut y avoir un risque de son point de vue. Soit tu crées de la valeur et tu passes par les travaux, et de son point de vue, il y a aussi un risque. Donc elle ne va jamais te prêter au même prix qu'un bien qui est loué. Il faut bien voir qu'un bien qui est loué, dans notre cas, qui va rapporter du 6% par an, on a un bien loué qui rapporte du 6%, ça couvre largement les intérêts de la banque, et pourtant, elle nous charge quand même un intérêt qui n'est pas négligeable, bien supérieur à celui d'un particulier. Ok, mais alors du coup, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que tu peux me donner un peu l'explication de la mécanique? Parce que si par exemple moi demain je dis je veux faire la même chose, je voudrais investir, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Toi, tu as une société qui est basée en Angleterre. C'est quoi le schéma aujourd'hui que tu as mis en place pour ce type d'investisseur privé? En fait, le schéma qui s'est mis en place, il a été très naturel. C'est-à-dire que le premier projet qu'on a fait, il a fallu convaincre la banque et apporter les 30% supplémentaires. Donc c'est moi qui ai fait le prêt à une société. Au fur et à mesure que d'autres gens sont intéressés par ce qu'on a fait, on a gardé le même schéma. C'est-à-dire que les gens ont dit écoute, très bien, vous avez besoin de temps pour le prochain projet, écoute, moi ça m'intéresse. Et on a eu des gens qui ont prêté à la société de la même façon. Alors ensuite, au fur et à mesure qu'on a fait plus de projets, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est au niveau de la structure de la société. On a une holding qui s'appelle Homes of England, mais de manière à augmenter la sécurité de ce qu'on fait, on crée une nouvelle filiale pour chaque nouveau projet. D'accord. Ça nous permet donc que sur chaque nouvelle filiale achète un nouvel immeuble. La banque prête à la filiale uniquement, avec une hypothèque sur le bien, et Homes of England, la société mère, prête le reste. D'accord. Ça nous permet d'être plus flexible et ça nous permet aussi aujourd'hui, après quelques années d'existence et des projets terminés, de faire remonter les profits dans la holding. Dans la holding. C'est-à-dire que quand le projet rapporte de l'argent, les profits sont réinvestis dans la holding, ça consolide l'ensemble de la structure. C'est-à-dire que quelqu'un qui a prêté aujourd'hui à la holding, il bénéficie des profits passés qui sont déjà remontés dans la holding. Ok, d'accord. Ok, donc ça, je comprends le fonctionnement avec la holding. Alors, ça veut dire que
Et en plus, tu crées des nouvelles sociétés à chaque fois qu'il y a un nouveau projet. Mais ça veut dire que dans le pire des cas, si par exemple il y a un investissement qui ne fonctionne pas bien, c'est complètement décorrélé. C'est-à-dire que c'est la société qui porte le risque, mais ce n'est pas le porteur, investisseur qui lui a mis des billes dans Homes of Econ. Exact. Tout ce qu'on fait, tout simplement, c'est d'essayer de réduire tous les risques. C'est pour ça que j'avais même entendu parler d'une grosse société qui avait fait faillite parce qu'elle n'avait justement pas mis en place ce système de filiales. Le jour où il y a un gros projet qui a un problème, ça a un effet domino. Ce qu'on a voulu éviter. Alors c'est beaucoup plus administratif, c'est beaucoup plus de processus. Donc ça demande du travail, d'embaucher quelqu'un qui s'en occupe, mais ça reste très important pour nous parce que si un jour la société est taille conséquence, ça vaut le coup de faire ce travail administratif pour réduire les risques. Et une question que je voulais te poser du coup Guillaume, c'est d'après toi, c'est quoi l'avantage pour les investisseurs privés de venir chez toi? L'avantage ou la raison, oui, c'est... Moi, ce que je pense, honnêtement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de solutions dans le monde aujourd'hui. En Europe en particulier, les solutions qui existent sont... bon, on les connaît tous, tu les connais encore mieux que moi, en France. C'est des assurances vie, c'est de la location à 1 ou 2% net. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est des rénovations qui apportent des marges assez faibles. Voire pire, de la défiscalisation type loi Pinel où on finit par perdre de l'argent au bout de plusieurs années alors que c'est du capital durement accumulé par le travail. Ouais, ou même des assurances vie. Je connais des gens qui ont fermé leurs assurances vie qui ne pensaient jamais qu'ils allaient perdre de l'argent. Ils ont touché moins à la sortie qu'à l'entrée, mais parce qu'il y a des frais énormes dans tous les sens. Donc ça, c'est la réalité en France. Donc moi, ce que je pense tout simplement, c'est que moi, j'essaie d'être concret, d'apporter une solution, répondre à un vrai besoin concret, donc le logement en Angleterre, et de cette façon, répondre à la fois au besoin, qui est le besoin du financement en France. Parce qu'on crée de la valeur, on répond en même temps aux besoins de financement qui existent en France ou en Europe. Moi, j'ai énormément d'exemples de personnes qui ont essayé de faire des petits projets en France. J'ai une personne dans mon entourage qui faisait des petites rénovations, ensuite de la location saisonnière en essayant d'optimiser le rendement. C'est beaucoup de travail et finalement, on est dans les 3-4%. On n'arrive pas non plus à passer au niveau supérieur. Pour moi, la seule façon de passer au niveau supérieur, c'est de commencer à faire des projets de taille supérieure. Je te parlais de mon premier studio. On avait beaucoup travaillé, on avait fait un certain nombre de ventes aux enchères pour trouver le bon bien, pour augmenter le maximum de valeur. Malgré ça, le rendement final n'aurait pas permis de financer un investisseur. Je crois qu'on a fait 8% net de profit, ce qui est bien trop faible pour pouvoir financer quelqu'un et faire une marge. Et ce qui est assez logique parce que du coup au final des petites opérations finalement tu as entre guillemets beaucoup de gens qui le font alors que du coup des opérations de l'échelle que tu fais à présent avec plusieurs centaines d'appartements, en fait finalement il y en a assez peu qui le font, en plus dans le bon timing et sur un marché qui est porteur. Exactement, effectivement le timing c'est très important. Et donc moi, effectivement, mon impression, c'est que c'est naturel que de plus en plus, c'est la tendance aussi, les gens cherchent quelque chose de tangible. Il y a une espèce de ras-le-bol par rapport aux produits financiers. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Avec les dernières mesures sur les assurances vie, où l'État français a passé la mesure qui fait qu'en cas de problème des banques, les assurances vie peuvent être bloquées. Alors question toute bête parce que tu es quand même une société basée en Angleterre. Et je suis allé tirer de l'argent tout à l'heure à la banque. C'est pas encore l'euro ici, et c'est pas le Brexit qui va arranger les choses. Est-ce que ça veut dire que je dois avoir des livres en fait pour devenir un investisseur institutionnel? J'imagine que tu as peut-être plutôt des Français en fait qui investissent, mais c'est en livres ou ça peut être en euros Tout le financement bancaire est en livres et l'essentiel de notre financement est en livres. Ensuite, effectivement, on a aussi des investisseurs en France qui nous prêtent en euros. Ça, c'est juste, disons, pour nous, c'est juste une assurance sur le change à mettre en place qui nous permet de ne pas prendre le risque de change. D'accord. Ouais, donc les deux sont possibles, sachant qu'en plus maintenant avec Internet, il y a plein de services type Monicorp, enfin il y en a plein sur Internet où on peut changer quand même assez facilement de l'argent. Donc tu peux faire les deux livres euros, livres donc ça rapporte un peu plus. Et tu n'as pas besoin de changer, de faire de change. Du coup, si quelqu'un se dit, moi j'ai des euros sur mon compte en banque
Et du coup, au lieu de t'envoyer des euros, s'il veut t'envoyer plutôt des livres. Il peut nous envoyer des euros. En fait, D'accord. on a un compte en euros, un compte en livres. D'accord. Et c'est très drôle parce que tout le monde, effectivement, parle de ces sociétés qui font des changes pas très chers. Mhm. Et en général, c'est de l'ordre de 0,5%. Et il y a un énorme marché aujourd'hui parce que les banques, quand tu leur envoies de l'argent d'un compte en pound à un compte en euros, elles te prennent 2-3%. Donc C'est clair. on est très content de payer 0,5. Mais si tu veux, nous, on a des brokers professionnels qui nous font un prix encore 10 fois inférieur. Donc, nous, c'est vrai que si quelqu'un nous prête en euros, on lui dit, écoute, tu nous envoies des euros, on dit que si c'est 100 000 pounds et que c'est 120 000 euros, voilà, nous, les frais de change sont quasiment nuls. C'est ce que je veux dire. Sympa. Donc Parce ça, c'est qu'on offert, on bénéficie d'une Ok. structure un peu de taille supérieure. Donc, effectivement, les coûts Ok, super. sont inférieurs. Ok, très clair. Alors tout ça, c'est pour la partie durée. Maintenant, il y a un point qui est toujours hyper intéressant. On va pas couvrir tous les cas, mais c'est la fiscalité. Parce que la fiscalité, ça dépend du cas de chacun. Mais pour avoir un ordre d'idée, si moi je suis un investisseur français, résident fiscal français, ça rentre dans quelle case la fiscalité? C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir une structure de fiscalité un peu compliquée. Dans la réalité, dans le cas du prêt, quel que soit ton pays de résidence, quand tu fais un prêt, tu vas être imposé sur le revenu dans ton pays de résidence. Déjà, ce qui est très important, c'est que tu es imposé dans ton pays de résidence. Si tu es un Anglais, tu vas payer un impôt sur le revenu. Si tu es un Français, tu vas payer un impôt sur le revenu, plus CSG, CRDS en France, sur les valeurs mobilières que tu touches. Et que tu peux être résident américain, suisse, tu seras toujours imposé dans ton pays de résidence. Donc tu n'as pas de double imposition, c'est ça que tu dis. C'est ça. Double imposition, il y a une seule imposition et c'est celle du pays de résidence. Voilà. Ok. Très clair. Donc ça, c'est pour la partie fiscalité. Est-ce qu'il y a des... toi, ça c'est pour la fiscalité standard. Est-ce que tu as d'autres fiscalités différentes ou est-ce qu'il y a des choses que toi, tes investisseurs font, par exemple en Angleterre, des créations de sociétés pour avoir des montages un peu différents? Effectivement, la réalité, c'est que certaines personnes ont un impôt sur le revenu qui est très important, qui est très élevé. En France, avec la CSG qui s'ajoute, ça peut être important. Donc évidemment, après, tous les cas sont différents, mais dans les cas particuliers, il y a toujours des moyens comme tu dis, de créer une société, par exemple, en Angleterre, par exemple. C'était déjà intéressant jusqu'à aujourd'hui, ça sera peut-être encore plus, parce que la prévision est de baisser l'imposition sur les sociétés en Angleterre. Donc les options sont multiples, effectivement. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la performance de rendement pour les investisseurs privés? Très bonne question. La réponse n'est pas aussi simple que peut-être tu l'espérais, parce que au fur et à mesure du temps, on a mis en place un fonctionnement qui prend en compte la devise, le fait de prêter en pound ou en euros, qui prend en compte la durée, est-ce que tu prêtes sur un projet, sur 2, 3 projets, qui prend en compte le montant. Évidemment, si tu nous prêtes 30 000 euros, on ne va pas pouvoir acheter grand-chose, vu le prix au mètre carré à Londres. Si tu prêtes 1 million, on aura la possibilité de faire un projet potentiellement entier, donc le bénéfice est supérieur pour nous, et donc ça aura une conséquence sur le rendement. Il y a aussi, historiquement, on a fait les choses de façon très flexible. Parfois, on peut verser les intérêts mensuellement, annuellement. Donc, il y a beaucoup de critères en fait, qui font que c'est un peu au cas par cas. Ok, donc tout ça, c'est assez flexible. Est-ce qu'il y a quand même un montant minimum? Là, tu disais tout à l'heure, 30 000 euros, c'est quoi? C'est un montant minimum pour investir? À peu près, oui. Ok, très bien. Alors, on a parlé de fiscalité, on a parlé de rendement. Maintenant, sur les différents investisseurs qui te suivent, aujourd'hui, il y a quand même un contexte qui est particulier parce qu'on a eu le Brexit il y a quelques mois seulement. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact favorable, défavorable sur la suite? On a déjà vu l'impact un peu sur la livre sterling. Mais toi, tu penses que sur le marché immobilier, en tout cas, c'est quoi ta vision? C'est qu'il va y avoir un changement ou pas spécialement? Déjà, le changement était attendu déjà, pas seulement dans le futur, mais depuis 6 mois. Ouais. Donc là, c'est un bon moment pour en parler, parce qu'on est 6 mois après le Brexit, et que donc on commence à avoir suffisamment de données pour étudier l'évolution des prix. Et dans la réalité, tu sais qu'en Angleterre, l'historique des prix est bien répertorié. Donc on a une courbe jusqu'à octobre de cette année qui montre que les prix continuent à monter. À aucun moment, il y a eu de chute brutale des prix.
Donc ça surprend beaucoup de gens. Bon, peut-être que nous, ça nous surprend un peu moins parce que quand tu regardes les fondamentaux comme on le fait depuis toujours, il n'y a pas de raison que les prix baissent. Ce qui compte, c'est la demande, c'est le besoin, c'est dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc on n'est pas vraiment surpris. Ça surprend certaines personnes parce qu'il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Mais en réalité, si tu regardes concrètement ce qui s'est passé après le Brexit, ce n'était pas une baisse des prix du tout. Et ce n'est pas ça, de toute façon, le plus dangereux pour nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une période d'incertitude très forte, avec des banques qui ne savaient plus, enfin, qui ont mis en pause leur financement. Donc dès 2 mois avant le Brexit jusqu'à 3 mois après, il y a eu un gros ralentissement de tout ce qui est financement. Et c'est ça qui pose un problème. C'est pas la baisse ou la hausse des prix. Donc nous, ça nous a posé un problème. Toutes les personnes qui font le développement ont été dans cette situation. Ça a posé un problème. Ça a ralenti. Ça a fait tomber à l'eau certains projets de financement, de développement. Mais il n'y a pas eu de baisse de prix. La réalité, elle est là. Pourquoi? Simplement parce que les banques ont eu peur, ont ralenti et ont dit attendez, j'attends un peu avant de savoir ce que je fais. Il y a eu aussi beaucoup de fonds américains qui avaient investi des fonds en Angleterre qui ont retiré très vite de l'argent. Donc quand il y a moins d'argent, quand l'argent est retiré des fonds d'investissement ou des banques, même les banques sont financées par des investisseurs et beaucoup d'investisseurs américains ont retiré leur argent. Et donc pendant quelques mois, il y a eu une pause. Là, on repart, le business repart comme avant, mais pendant 6 mois, on a eu une pause. Moi, je peux donner un exemple très concret parce qu'on a vécu ça de façon directe. On avait un prêt immobilier sur un immeuble qui est arrivé à l'échéance le 22 juin. Donc le 23 juin, référendum. Donc comme je te disais, c'est déjà avant que les choses ont ralenti. Et nous, on était en train de mettre en place le financement du développement, c'est-à-dire des travaux de l'immeuble, depuis déjà plusieurs mois. Et le ralentissement a fait que finalement la banque a d'abord pris du retard, puis après le Brexit, elle a décidé enfin pas le Brexit, mais le référendum a décidé enfin elle n'a pas décidé, mais finalement elle n'avait pas les liquidités pour le faire, donc elle n'a pas pu honorer du coup le financement. Donc on a perdu quelques mois. Et la banque précédente qui devait être remboursée, forcément elle dit remboursez-moi aujourd'hui, le plus tôt possible. Ce qui fait qu'on a été obligé, au lieu de construire l'immeuble qui était une très bonne opération, on a été obligé de vendre l'immeuble pour une raison de financement. D'accord. Ouais, donc Brexit, il y a eu un stress momentané dont vous avez été... Et pour nous, une grosse déception. C'était un immeuble qu'on voulait développer et qui était une belle opération qu'on n'a pas pu faire parce que la banque n'a pas été au rendez-vous à l'heure. Okay. Après, c'est pas forcément de sa faute, c'est la conjoncture, etc. Mais c'est la réalité, c'est ce qui est arrivé post-Brexit. Ok, donc après ce problème avec la banque, est-ce que tu as pu... comment tu t'es retourné? Tu as pu le revendre au même prix ou... En fait, on l'a vendu plus cher qu'on l'avait acheté, heureusement. La raison, c'est pas que les prix ont monté particulièrement, mais c'est qu'on a plusieurs façons d'augmenter la valeur. En fait, on en a parlé depuis le début. Ce qu'on essaie de faire, c'est de créer le maximum de valeur, quoi qu'on fasse. Et effectivement, très simplement, on achète un immeuble et on le transforme en appartement. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Cet immeuble en particulier, on l'avait acheté en 2015. On avait acheté, pour te faire l'historique, on avait acheté 3 immeubles en même temps. En fait, il y avait 2 immeubles et un terrain. Parce qu'en fait, quand tu fais de la conversion, tu n'as pas besoin d'avoir du logement social, par exemple. Okay. Quand tu fais une construction neuve, tu as besoin d'avoir du logement social. Ce site en particulier, il y avait une partie de construction neuve et une partie de conversion. Il y avait du logement social. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté 3 sites et on a négocié avec la mairie d'avoir un site où il y a 100% de social et 2 sites où il n'y a pas du tout de social. Ce qui fait parce que normalement, il y a 30% de social sur chaque nouveau bâtiment. Je pense que c'est la même chose en France. Okay. Et donc grâce à ça, en fait, on a revendu le site sur lequel on avait mis 100% du social à une housing association qui fait ça comme dans son métier. On a fait un petit profit en revendant ce site-là. Et on a gardé les 2 autres qui ont pris de la valeur parce qu'il n'y avait plus de logement social. D'accord, je comprends. Donc ça, c'est une des choses qu'on a fait. On a aussi, derrière, on avait un permis de construire pour 99 appartements. On l'a transformé en un permis de construire pour 120 appartements. Donc on a aussi augmenté la valeur du bien de cette façon. Donc on ne fait pas seulement de la conversion, on fait aussi d'autres choses quand on peut et qu'il y a une opportunité.
ce qui nous a permis d'augmenter la valeur du bien. Et on l'avait acheté donc à 2,2 millions, on l'a revendu à 3,7 à cause de ça, parce qu'on avait augmenté au fur et à mesure la valeur du bien. Ok. Heureusement, parce que sinon avec les intérêts qu'il faut payer sur la durée, etc., on aurait été dans une situation difficile. Ok. Et du coup, à l'avenir, comment tu vois les choses? Parce que bon, il n'y aura pas de Brexit encore et encore, mais par rapport aux banques et un peu à la rigidité dont tu me parlais du financement bancaire, du coup, c'est quoi les pistes pour être plus simple, plus souple pour toi? Moi, je vois les choses de façon très simple. C'est bien qu'il y ait des banques et on est tous d'accord que c'est bien d'emprunter à un taux faible, 1-2%, les gens sont très contents. Et ils empruntent. La chose, c'est quand tu achètes ton appartement à toi, tu veux l'acheter sur 15 ans. Tu dis, je veux habiter là pendant 15 ans, tu fais un prêt sur 15-20 ans. La banque, elle est contente de te prêter sur 15-20 ans, donc il y a un fit. La différence dans notre cas, c'est que la banque, elle emprunte, elle a des gens qui lui prêtent de l'argent à très court terme, et ensuite elle nous prête à nous sur des projets qu'elle considère un peu à long terme, 12, 18 mois, 24 mois, alors que la personne qui met son argent à la banque, elle peut le retirer le lendemain. Donc il y a un gros écart de liquidité, potentiellement. potentiellement. Voilà, exactement. Ce qui fait que la banque a tendance à pousser à nous prêter le moins longtemps possible. C'est un peu un problème parce que nous, ce qu'on veut, c'est financer la durée du projet et même prévoir les problèmes. Il y a toujours des problèmes, il faut les prévoir. Toi, tu as business, toi, tu as un business derrière, c'est pas du placement financier, quoi. Tu rénoves, donc il y a la construction, il y a les aléas. Voilà, il y a de la réalité, on va dire, tout simplement. Il y a le côté financier, bancaire. C'est tangible, derrière, il y a quand même un actif tangible, c'est des appartements, c'est des immeubles, c'est des gens qui les louent, des gens qui les achètent. Ouais. Exactement, donc il y a des délais, c'est un métier où il y a des délais. Et c'est vrai que quand moi, je parle à une banque et qu'elle m'oblige à prêter le minimum de temps et que derrière, on va en parler à un investisseur privé qui lui me dit, bah écoute, pas de problème, moi ça me va, ou s'il veut prêter sur une durée plutôt courte, bon, il va prêter sur un projet, mais il comprend la durée du projet. Il dit, je lui explique, je lui dis, écoute, ça va durer 12 mois, mais ça peut durer 24 au pire. Est-ce que ça te va si on dit entre 12 et 24 mois? Et oui, il dit oui. La réalité, c'est que la banque, c'est un middleman, c'est un intermédiaire qui assume, parce que ces investisseurs qui sont institutionnels, ils ont toujours envie de prêter à court terme le maximum, ils veulent la liquidité, ils veulent un fonds d'investissement qui investit dans une banque, par exemple, ça arrive, il va dire, moi je prête seulement si je peux récupérer mon argent sous 6 mois, par exemple, ou dans 12. Il veut du court terme. Il y a une grosse différence, et j'apprécie énormément de travailler avec des investisseurs privés pour cette raison. C'est-à-dire que je leur explique comment ça marche, je leur explique comment ça fonctionne, et ils apprécient qu'il y ait une réalité sur le terrain. Et ils n'ont pas le besoin de prêter, récupérer leur argent le lendemain. En général, ce n'est pas le cas. Et s'ils veulent le faire, ils n'investissent pas dans l'immobilier. Il faut qu'ils investissent dans d'autres supports. Et tant que nous, on a des investisseurs qui comprennent ce qu'on fait et qui sont en phase en termes de durée et de rendement, il ne peut pas y avoir de gros problèmes. Le gros problème, encore une fois, c'est quand il y a un écart d'attente et un écart de liquidité. Merci Guillaume et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur l'immobilier en Angleterre. Alors dans cette vidéo, on a vu comment Guillaume fait des rendements très importants en Angleterre grâce à la reconversion de bureaux en immobilier. Alors si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui doit se trouver ici pour rentrer en contact avec Guillaume. Donc c'est un investissement qui sort un peu des sentiers battus, mais qui est intéressant et comme vous l'avez bien compris avec Guillaume, ça vous permet de ne pas passer par les banques, d'investir dans un projet qui crée de la valeur, qui est tangible. Donc merci encore Guillaume. Merci beaucoup Tanguy d'être venu, j'espère que j'ai été assez clair. Ouais, merci beaucoup et d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser juste en bas sur les commentaires ou des réactions si vous pensez que c'est intéressant et à la partager si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup.